Salut, avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. C'est parti! Bonjour, c'est Miss S2. Aujourd'hui, je vous présente le vlog numéro 54.
Doudou. Merci beaucoup. La boutique, la conserverie qui est juste derrière. On a un parc qui fait à peu près 3 hectares. On va apercevoir juste dans le fond. Tout à l'heure, on va aller se déplacer. Pour les enfants pas, c'est plus calme. Ça ne ricane pas. C'est une espèce où c'est très calme. Ah, que des mâles. Il n'y a que des mâles, la canne ne fera pas de foie gras. D'accord. Pour quelle raison, monsieur? C'est comme ça, en fait, c'est morphologique après. Il y a une autre particularité, en fait, qu'on entend, ou même qu'on n'entend pas. Qu'est-ce qu'on n'entend pas là? Là où les canards ils sont obligés de boire. Manger peut s'en passer un jour, mais pas boire. Ils ont 3 semaines, c'est Un peu plus. Ils sont gros, déjà. Ça change de look, ouais. Après, le pelage, il peut être différent. Oui, en fait, ils vont avoir, quand ils arrivent, ils ont le petit duvet jaune, là, tout joli. D'accord. Après, au bout de 15 jours, 3 semaines, ils vont commencer. En fait, c'est la transition, là, quand ils vont commencer à mettre de la plume. Là, sur cette période-là, honnêtement, ils sont pas très très beaux, quoi. Et après, une fois qu'ils ont formé la plume, là, ils sont entre deux, quoi. Ils ont commencé tranquillement. D'accord, à partir de 3 semaines. 3 semaines. D'accord. Après, un canard arrive à taille adulte très rapidement. Donc les canards arrivent au bout de quelques heures sur la ferme et après ils vont rester en moyenne entre 13 et 16 semaines dans le parc. D'accord. 13, voilà, 13 et 16, entre 13 Parce et que 16. moi, j'ai des amis qui le font et eux, c'est jusqu'à 6 mois au niveau du canard. Même, ils disent que c'est trop vieux. Oui, c'est trop vieux. Oui, voilà. Après le canard va être Trop costaud. mascotte. Donc en fait voilà le... Ça D'accord. On est aussi sur l'exploitation. Après, la ferme Robert, existe depuis plusieurs générations. Il a repris la succession de son papa en fait. D'accord. Et donc, papa Jean-Louis, qui est décédé, il avait 90 ans, faisait lui à l'époque plutôt de l'ovin. Et donc, il va transformer la production qui est venue vers d'abord l'oie et après le canard. D'accord. Aujourd'hui, on fait pas bipède, on fait toujours oie et canard, mais à raison de principalement le canard et un petit peu d'eau. D'accord. Et on ne fait que ça. D'accord. On ne fait que ça. Est-ce que vous faites le gavage traditionnel avec l'entonnoir et c'est à l'ancienne? Voilà, avant. Là, c'est la gaveuse électrique. C'est une gaveuse en fait qui est semi-automatique. On va faire un petit Oui. tout à l'heure en train de visiter. D'accord. On va aller tranquillement vers le parc. Voilà. Un parc qui fait à peu près entre 3,5 et 4 hectares environ. D'accord. Ah oui, quand même. Ouais. C'est énorme. Sinon, monsieur, je voudrais un renseignement. Est-ce que, par exemple, vous livrez après par la suite à la boutique Tocavin, Valette, Godard, Que de la vente directe. la restauration? Donc, très très peu. D'accord. Très très peu. En fait, on a principalement nous de la vente directe. On fait 4 marchés hebdomadaires. Quand même. D'accord. On est présent le mardi à Platus, le mercredi à Uzèche, le vendredi à Brissac et le samedi à Cahors. D'accord.
Après, en période estivale, on va faire 2 marchés supplémentaires, en fait, les marchés de producteurs, hein, les marchés Oui, les marchés d'été. les marchés de nuit, Voilà. excusez-moi. Après, ça, c'est les marchés gourmands, on en fait également, mais il y a également les marchés de producteurs, où en fait, il n'y a que des producteurs présents sur les marchés. Ça, c'est plus sur les périodes de juillet-août. Oui, On fait estival. un nouveau catus le samedi et dimanche, on fait le samedi. En dehors de ça, on fait des visites de la ferme 4 soirs par semaine en période estivale. D'accord. Mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Oui. Donc, on donne rendez-vous aux gens à partir de 18h dans la cour de la ferme. On fait une visite du parc, on va voir les canards, on fait une démonstration de gavage. Et D'accord. après, on a un casse-croûte en extérieur. Les gens peuvent rester Voilà la manger le soir. dégustation. Voilà. Ah, un C'est même restaurant. ouais, Ah oui, vous c'est faites. pas un restaurant, c'est à la bonne franquette. Hein. On a Oui. des tables de pique-nique en dehors. En fait, on a aménagé un ancien poulailler, un four, plancha, grill. Et on va proposer au niveau du repas tout ce qu'on a à la vente dans la Ah, c'est boutique. génial. Voilà, ça on fait ça tout l'été, juillet, août. D'accord. Voilà. Voilà, dès qu'ils sont tout petits. Et il y a combien par maison? Ouais, on va les appeler les maisons. Par Les maison, 3 petits cochons. à peu près 600 canards. 600 canards. On va rentrer un lot de 600 canards. D'accord. Donc 1800 canards pour les 3. Après, on n'a pas. Pas tout à fait, oui, ça suivant peut les être plus, périodes, ça peut être moins, ça dépend de la reproduction. On a jusqu'à maximum 4 chevaux présents sur l'exploitation. Ça, c'est pas D'accord. tout le temps. On a D'accord. également aussi des périodes de mise en terre. Bah oui. Simplement, ça va être après les fêtes. Et avant le début d'été, pendant 15 jours, en fait, en salle de gavage, on n'a pas de canard. D'accord. On nettoie tout, on désinfecte tout le temps. C'est le nettoyer Bah quand même. oui, bien On sûr. fait tout le temps, mais là, c'est on va dire le grand nettoyage. Retirer le fumier, remettre de la Vider les- paille. vider les fosses. Après, Mhm. ça, c'est petit sur les bâtiments plus régulièrement. Ça, c'est pas sur ce Bien C'est sûr. vraiment au niveau de la salle de gavage. C'est un petit cercle. Chacun sa place. T'as vu le pelage? Ils ont encore un peu jaune. Voilà, ils sont, on va dire, en Sur période la de tête. transition, voilà, ils ont perdu le duvet et là ils vont mettre tranquillement la plume. Et puis en bas, il y a les plus grands. C'est ça. C'est les classes. Là c'est l'aliment pour les canetons. Ah oui, quand ils arrivent, vous donnez ça Oui. directement. Après ils vont avoir un aliment adulte, c'est sensiblement la même chose mais plus gros. Voilà. D'accord. Mais sinon ça Ça, des aliments c'est pour à les canetons. l'arrivage, en fait. Ouais. D'accord, merci. Voilà, ils ont peur. Bah oui, de sécurité. Voilà. Tu vois, regarde, ils donnent la main pour aller en visite, en excursion. Pelage un peu noir, blanc, un peu comme les sangs dalmatiens. C'est toujours le même. À tendance blanche et on a quelques exemplaires qui ont corps noir ou tête noire. Mais voilà. Mix Oui, c'est un mix des également. deux un petit peu. Ouais, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Mais après, voilà, Il n'y a pas d'autre. le plumage, tendance blanche majoritairement et un peu de noir. D'accord. Ce qui est bien des fois pour quand on gave, justement, pour les repérer. Voilà, Quand c'est on ça. Et les puis a- je pense qu'ils ont des prénoms aussi. Oh là, il y en a, si on devait en donner à 600 prénoms, ça serait un peu compliqué. Hein. Ce serait dur. Alors, je remercie la ferme Marie-Pierre et Pierre, ainsi que notre guide Vincent, de nous avoir accueillis. C'était la chaîne Sœur Planète. Merci Vincent de votre participation. Elle nous a fait des petits canapés. Alors, Des terrines de canard, terrine de canard. 20% de foie gras et D'accord. aromatisé à l'ail. On va goûter ça.
dessus. Alors, vous voyez cette petite maison? Dans le temps, c'est là où ils faisaient le pain, car il y a un four spécial pour faire le pain. Malheureusement, je ne peux pas rentrer car la porte, elle est condamnée pour vous montrer l'intérieur. Donc, je vous montre que l'extérieur. C'était, comme on disait dans le temps, les anciennes petites fabrications de pain pour le village, en fait. Voilà. Les petites biquettes. Les petites biquettes. Elles sont jolies les chèvres. Elles ont plusieurs couleurs.
ça. Concernant l'origine des plantes et de rue. Première question, donc, savez-vous ce que sont des oubliers? Les oubliers traduisent des oubliés. C'est-à-dire des pots de marmite en terre cuite. En occitan moderne, cela signifie une marmite, qu'elle soit en terre ou en métal. Dans les environs du village d'Uzès-les-Oules, c'était renommé pour ses oules qui lui ont donné son nom. Et la plupart des villes avaient leur production d'oules locale. Et à Gourdon, il se trouvait donc, alors pas ici, mais là où nous aurions été à cette époque. Passons à la deuxième question. Pouvez-vous imaginer d'où vient le nom de la rue de la Bride? Une idée peut-être? On a tendance à penser aux brides qui servent pour les chevaux. Mais malheureusement, le second avait un deuxième sens. En cuisine aussi. Brider une volaille. Oui, mais c'est encore un autre sens. D'accord. En fait, la bride était un type de catapulte. Trébuchée. Ici, elle est utilisée à des fins défensives pour lancer des rochers sur dévancer la patate. Les plus puissantes pouvaient lancer un rocher de plus de 100 kg à plusieurs centaines de mètres. Ainsi, en 1353, une douzaine d'années après le début de la guerre de 100 ans, la ville, les Bourdonnais, construisent deux brides pour aider à défendre la ville. De l'emplacement où nous aurions dû être, ils pouvaient tirer sur des armées ennemies arrivant par ce qui est maintenant la ville d'Avignac. Alors, depuis le début de la guerre,
réparées et fortifiées, et des guetteurs étaient placés en haut de la fondation du château, et des tours de garde étaient organisés sur les murailles. Par la suite, lorsque les hommes montèrent pour assurer la garde, des chiens furent lâchés la nuit sous les remparts pour prévenir les habitants en cas d'intrusion. Chaque quartier devait prendre en charge la nourriture de certains chiens. Et cette ville, vous avez pu visiter pour la départ de ville? Nous ne savons pas, mais aucun document n'évoque de siège ou d'attaques de grande ampleur sur la ville au cours de la guerre de 100 ans. Il est possible que les murailles et les deux brides aient eu un effet dissuasif sur les forces ennemies qui auraient préféré attaquer d'autres lieux moins bien défendus. Les registres de l'époque évoquent régulièrement l'ennemi qui rôdait aux alentours et dévastait les champs. Alors, depuis, Bourdon et la région ont plusieurs fois changé de main au gré des traités passés entre la France et l'Angleterre. Ainsi, quelques années après la construction de ces villes, le 3 janvier 1352 pour précis, un émissaire anglais vient prendre possession de la ville au nom du roi d'Angleterre, en application du traité de Brétigny. Les consuls de la ville lui demandent alors de confirmer les privilèges et libertés accordés précédemment aux habitants, puis ouvrent les portes de la ville sans opposer de résistance. 78 notables prêtent alors serment de fidélité au roi d'Angleterre. Cela n'empêchera pas l'essentiel du Quercy, dont Bourdon, de repasser en royaume de France une dizaine d'années plus tard. Donc la rue de la Brue, vous avez compris, c'est devant le, quand vous êtes à l'entrée de la bibliothèque, côté jardin. Vous avez, voilà, c'est la petite rue qui monte. Voilà, et la rue qui fait l'angle, c'est la rue des Villiers. C'est ça, quand vous vous promenez, vous devez déguster. Voilà. Et ensuite, on aurait continué, on serait retombé dans la rue qui descend juste là, la rue des Majours, juste à côté. On va continuer à rester là. Nous serions donc arrivés dans la rue du Majour, qui était certainement la rue la plus prospère de la ville. On y trouvait notamment les échoppes des tisserands, qui avaient une grande réputation. Certains textes évoquent une couleur, un verre de Bourdon, ils étaient apparemment spécialistes, mais la recette a hélas été perdue. Alors, à certaines époques, ils commerçaient même avec l'Angleterre, sans doute via le port de Bordeaux. Il ne faut pas oublier la philosophie de près du XIIIe et XIVe siècle, quand Cachette est rattaché à la couronne d'Angleterre. C'est toujours le but de distribuer les marchandises par bateau sur la zone de l'Europe, ou par la terre, par la maison. Les tisserands faisaient donc la réputation de Bourdon. Mais les autres habitants, notamment les consuls, veillaient soigneusement à ce que cette réputation soit préservée. Ainsi, le 26 novembre 1330, le conseil de la ville évoque le cas d'un tisserand, D. de Casatou, chez qui l'on a trouvé du droit de me respecter. Les consuls notent que si la chaîne était bonne et loyale, la trame était par un droit constitué de fils d'équipe, un sous-produit de chanvre qui, au-delà, n'aurait jamais dû être utilisé pour l'usage. Ils saisissent deux mauvais demi, environ 3 mètres, de tissu frauduleux et ordonnent qu'il soit immédiatement brûlé. De plus, le tisserand doit donner 10 € et demi d'un autre drap, bien tissé, lui, en aumône pour vêtir les pauvres. Je remercie Delphine pour la visite guidée de la ville de Gourdon. Merci Delphine pour la chaîne Sœur Planète. Merci à vous. Avec plaisir. Il avait alors fallu que sa femme et des élèves qu'il a donc chez lui aillent le chercher et le portent jusqu'à la maison. Vous imaginez un peu. Ensuite, la boisson le rendait violent. Il pourchassait avec un bâton sa femme et ses fonctionnaires. Ah, je comprends mieux le temps criminel là. Il aurait aussi débauché une femme de chambre et l'aurait pris chez lui pendant 8 mois. Pas pour faire office de femme de chambre, vous voyez ce que je veux dire. Cela avait fait un tel scandale que l'évêque de Cahors avait menacé de l'excommunier. Alors, elle était repartie chez elle, à Rocamadour. Le problème était réglé là. Alors, pas du tout. Il allait régulièrement à Rocamadour pour la voir, laissant ses élèves les livrer à eux-mêmes. Vu son comportement, il fallait bien que l'on fasse quelque chose et qu'on lui retire sa charge. J'espère que tous les enseignants, enfin, les raisons n'étaient pas toutes comme ça. Certainement pas. D'ailleurs, si l'affaire a fait si grand scandale jusqu'à l'époque, c'est bien qu'il s'agissait d'un cas exceptionnel. Bon, si on revenait à la maison du sénéchal. Après que l'école a fermé, par la pause, voilà, rassurez-vous,
Le bâtiment est utilisé par les municipalités, par les municipalités. Ce centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine était ouvert tout l'été, il est encore ouvert actuellement pour la journée du patrimoine. Et après, Alors, les Didier étaient des officiers de justice locaux. Ils étaient nommés par les seigneurs et assistés des consuls pour juger les procès. voilà. C'était juste une petite pause. Voilà, donc ensuite, normalement, nous aurions descendu donc, ces escaliers de la montée des piliers, et on aurait pris une petite rue qui s'appelle la rue des Épangliers. Et on serait arrivé sur une placette, donc on serait arrivé à nouveau. Et donc, je vous aurais dit à ce moment-là que je vous proposais de faire un nouvel arrêt sur cette place, où passe la rue des Épangliers. Les Épangliers étaient, ça pour une fois c'est plus facile, les fabricants d'épingles. Leur travail était bien évidemment nécessaire aux tailleurs, qui faisaient des vêtements à partir de l'ouvrage des tisserands, dont nous reparlerons tout à l'heure. Alors de nos jours, on voit souvent sur cette place, là-bas, des chats en train de se prélasser. Et savez-vous qui était souvent accompagné d'un chat, noir de préférence? Les sorcières. Voilà, les sorcières. Tout à fait, exactement. Mais au-delà des histoires pour faire peur aux enfants, et de la représentation populaire avec chat noir et balai volant, la sorcellerie était un vrai crime au Moyen-Âge. À Bourdon, 7 femmes ont été jugées pour sorcellerie entre 1317 et 1327. Ah non, pas du tout. Bien sûr, dans d'autres régions et à d'autres époques, l'Inquisition a lutté contre la sorcellerie. Mais ici, à Bourdon, les personnes accusées de sorcellerie étaient jugées, comme pour n'importe quel autre crime, par le tribunal laïque local, composé de consuls et de viguiers, comme nous l'avons évoqué il y a un instant. Précisons également qu'aucune des accusées n'était soumise à la torture. Pour ça. Je vous propose donc de reconstituer un de ces procès qui a eu lieu en 1327. Là encore, toute l'histoire est tirée du compte-rendu du procès, qui est conservé depuis presque 700 ans dans les archives de la ville. Voilà, juste dans la mairie, juste au-dessus. Je tiendrai le rôle du viguier, c'est-à-dire du juge. Alors il me faut une accusée, je ne sais pas laquelle des deux se dévoue. L'accusée. Et puis, tiens, vous là-bas au fond, le touriste qui n'arrive pas à poser des questions. Allez, venez, approchez. Il nous faut un témoin. Bernard de Combaille. Voilà. Donc, c'est pas la troisième. Tout à fait. Vous parlerez un joueur de trompe. Alors, maintenant pour le rôle, allons-y. Raymond de Saint-Albier, veuve de maître Raymond Laïc et le coutelier, vous êtes accusé de sorcellerie. Vous auriez été vu en train de lancer des maléfices, vous auriez pratiqué la divination et pratiqué des catastrophes, et vous auriez fait mourir plusieurs personnes. Êtes-vous prête à répondre ce serment aux accusations portées contre vous? Oui, messieurs. Sois volontiers, je tiens à dire la vérité. Non. Alors que le premier témoin entre, et pas de serment. Sous Bernard de Trompel, je jure sur le sage devant Dieu de dire la vérité. Et qu'avez-vous à déclarer à propos des agissements de l'accusé? Un matin, en me levant, j'ouvrais ma porte église. Le dos découvert, elle passait des esprits sur les corps comme un bateau. Elle voulait sûrement lancer des maléfices pour nous nuire à ma femme et à moi. Et qu'avez-vous fait alors? J'ai vite rentré chez moi, pour semble si enfermé, j'étais terrifié. Et ensuite, les derniers? Quelques jours, mon épouse est tombée malade. Elle a souffert pendant plus d'un an, puis elle est morte. C'est la faute de cette femme, avec ses sortilèges. Merci pour votre témoignage. Est-ce Clémentine? Je ne suis pas le seul à avoir souffert les maléfices de cette femme. L'année dernière, Bernard Fournier et sa femme ont eu des mots avec elle. Elle a dit qu'un malheur arriverait à ce qu'ils avaient de plus cher. Quelques jours après, leur fils Bertrand est mort. C'est elle qui a été il y a eu Raymond, la femme de Jean de Quarantaine, et Perron, la femme de Pierre Gauthier, qui se sont querellés avec l'accusé. Raymond est tombé malade, a souffert pendant plus de 7 semaines. Et Perron est tombé malade. Elle aussi, elle a souffert pendant plus de 3 ans. Elle priait jour et nuit. Oui. Oui, nous avons bien compris le sens de votre témoignage, merci. Maintenant, vous êtes témoigné, on va passer à autre chose, oui.
Ça va quand même. Bon, passons maintenant au second chef d'accusation, la divination. Accusé, un jour vous avez engagé un homme pour monsieur votre jardin, n'est-ce pas? Oui, Que s'est-il passé? alors que vous vous rappelez, je l'ai arrêté, et accusé d'avoir volé des oignons. Il a dit, alors j'ai attrapé sa bourse, je l'ai ouverte, il y avait bien des oignons. En effet, les oignons y étaient. Et non seulement vous saviez où il avait caché les oignons, non seulement vous saviez qu'il avait volé les oignons, pardon, mais vous saviez aussi où il les avait cachés, comme par magie. Mais ce n'est pas tout. Une autre fois, vous avez dit en regardant le soleil qu'il allait y avoir une grande sécheresse. Et cette année-là, il y a effectivement eu une grande sécheresse. Comme vous aviez fait des réserves de farine, vous étiez la seule à avoir encore du pain, que vous avez bien vendu. Vous avez largement profité du malheur des autres. Ça, c'est pas de la sorcellerie, c'est juste de l'observation. Il n'y a pas besoin de sortilège pour voir un homme voler des oignons et les mettre pour ça, ni pour observer le ciel et voir qu'il fera chaud et sec. C'est d'apprendre. Quant aux réserves de farine, j'ai toujours été prévoyante. Est-ce un crime? Les gens qui m'accusent d'avoir profité de la sécheresse étaient bien. D'abord, comme la butte, se dressait le château. Il faut imaginer que la plus haute tour montait environ 18 mètres au-dessus du niveau actuel de la butte. Ah, c'est vrai que t'habitais le seigneur de Bourdon. C'est un peu plus compliqué que ça. La seigneurie de Bourdon a presque toujours été partagée entre plusieurs co-seigneurs qui résidaient ailleurs et ne venaient que ponctuellement à Bourdon. Certains venaient même de très loin. À une certaine époque, le comte d'Armagnac était seigneur de Bourdon. Eh bien, moi, je parlerai avec vous. Armagnac, j'aimerais aussi. Alors c'est environ à 150 km sud-sud-ouest. À l'époque, il fallait sans doute 2 jours de marche pour faire le trajet. Voilà pour les seigneurs. Puis il y a la religion. On trouve sur la place l'église Saint-Pierre. Le bâtiment que vous voyez actuellement a été construit entre 1303 et 1509 en remplacement d'une autre église Saint-Pierre plus ancienne. Alors nous vous parlions tout à l'heure des défenses de la ville. Observez les mâchicoulis qui sont au-dessus de la porte d'entrée de l'église. En cas de besoin, vous voyez tout là-haut, entre les deux tours. En cas de besoin, même les lieux de culte pouvaient servir de place forte. Car l'aspect sacré et inviolable des églises était très relatif à l'époque. L'église a donc été conçue pour pouvoir être défendue contre d'éventuelles attaques. Et en a d'ailleurs subi. Si vous regardez bien les murs de la façade, notamment la tour de droite, vous pourrez y voir des traces, probablement issues d'un pacte de tir d'arquebuse ou de mousquet. On ne sait pas vraiment. Peut-être de la prise de Gourdon par l'armée protestante de Duras en 1562. De nombreuses reliques catholiques ont alors été détruites. On sait également qu'en 1608, certains s'en souviendront, les seigneurs de Vaillac et de Montcléra et leurs soldats se sont barricadés dans l'église après avoir vainement tenté de prendre possession du château par la force, suite à un désaccord avec un autre co-seigneur de la ville. Enfin, vous avez en face de vous la mairie, qui était auparavant l'hôtel des consuls, représentant des habitants chargés d'administrer les affaires courantes. La charte des coutumes accordée par les seigneurs de Bourdon en 1244 prévoit que la ville soit administrée par 4 consuls issus de la communauté par cooptation ou élection, assistés de 2 représentants du seigneur. En pratique, les 4 co-seigneurs semblaient gérer seuls les affaires de la ville. J'ai dit quoi, co-seigneur, pardon. J'ai mis sans mes lunettes, alors excusez-moi. C'est un peu compliqué. En pratique, les 4 consuls semblaient gérer seuls les affaires de la ville. Au fil des siècles, ils vont profiter des richesses financières des seigneurs successifs pour racheter les droits seigneuriaux en matière de justice et de fiscalité. De plus, comme je vous le disais, les co-seigneurs de Bourdon étaient peu présents, laissant une grande liberté d'action aux habitants. Ainsi, pendant la guerre de 100 ans, ce sont les consuls qui organisaient la défense de la ville. Parfois, les consuls organisaient même des incursions hors de la ville contre les Anglais. Précisons que lorsqu'on parle des Anglais, on ne parle pas spécialement d'habitants de l'Angleterre actuelle, mais des sujets du royaume d'Angleterre au sens large. La plupart des Anglais contre lesquels on se battait lors de ces escarmouches venaient vraisemblablement d'Aquitaine ou de l'Espagne. Donc, le 2 mai 1350, les consuls de Bourdon apprennent que les Anglais se trouvent au Bois des Dames, près de Rocamadour.
ils envoient des soldats qui reviennent le lendemain avec 9 soldats anglais, 9 soldats anglais qu'ils avaient fait prisonniers. 9 soldats, c'est tout. Que faisait-il là? On ne sait pas vraiment, mais il ne faut pas croire que la guerre se faisait uniquement avec des armées fortes de milliers d'hommes. Pendant l'essentiel de la guerre de 100 ans, on a vu dans les environs des combats entre des bandes de quelques dizaines de soldats. La plupart du temps, il n'y avait même pas de combat. On brûlait les champs ou les réserves de l'ennemi et on repartait en vitesse. Mais qu'est-il arrivé aux prisonniers? S'ils avaient été nobles, ils auraient été gardés en prison et rendus contre rançon. Comme ce n'était pas le cas, on ne leur a rien donné à manger et le lendemain, on les a pendus. Comment? Pendus, on les a pendus. À Cahors? C'est terrible. Ah. Chose terrible, n'est-ce pas? Et oui. Ah oui, chose terrible. Mais c'est ainsi que ça fonctionnait à l'époque. Il était déjà difficile de nourrir la population, alors nourrir des prisonniers dont on ne pouvait pas tirer de rançon, vous comprenez, il faudra attendre bien des siècles avant que la France ne garantisse certains droits aux prisonniers de guerre. Alors. Bernard de Pellegrini doit se porter garant pour Béraud et présenter les garanties offertes par le seigneur de Montferrand. En particulier, si Béraud volait du bétail ou d'autres biens, les deux seigneurs devraient les rembourser pour eux. Puis Béraud doit se soumettre à certaines obligations. En particulier, il doit, avec son cousin Téricault et d'autres membres de son lignage, prêter un serment à la teneur assez remarquable sur l'autel de l'église Saint-Pierre, sur l'hostie consacrée à la croix de Lucerne. Voilà, Lucerne. Je jure que jamais, en raison de mon emprisonnement, je ne ferai ni ne causerai, je tenterai de faire ni de causer. Aucun dommage au lieu aux habitants de Bourdon, dans leur corps ou dans leur bien. Si je faisais le contraire, je renierais Dieu, je prendrais le diable pour seigneur, je retiendrais une chambre en enfer, et je voudrais être appelé en tout lieu menteur et traître. Après avoir prêté ce serment, Béraud libéré de sa prison et assigné à résidence dans un hôtel de Bourdon, en attendant soit sa grâce, soit son procès 2 mois plus tard. Nous n'avons pas trouvé trace de ce procès, d'autres mentions de ce Béraud. On peut donc supposer qu'il a été gracié et est parti sans causer plus de troubles. C'est vraiment pas. À l'heure actuelle, nous pouvons émettre des hypothèses. Vu l'absence de titre de noblesse, la crainte qu'il inspirait et le soutien du comte d'Armagnac, qui avait des affinités avec les grandes compagnies, on peut imaginer que c'était le chef d'une de ces bandes de mercenaires pillards. On trouve également trace d'un certain Émeric Béraud, lieutenant et sénéchal de Bergerac, en 1418. On pourrait enfin émettre l'hypothèse que Béraud soit une mauvaise transcription de Biraud, une famille noble de Dordogne. Comme le N final ne se prononce habituellement pas en occitan dans la région, on peut assez facilement glisser de Birou à Bérou. Or, nous savons qu'en 1380, Émeric IV, seigneur de Biron, était également seigneur de Montferrand. Il aurait donc été logique qu'il veuille faire libérer un membre de sa famille. En attendant de trouver des documents qui nous éclairent davantage sur ce personnage et ses méfaits, nous pouvons nous arrêter ici pour évoquer le cas d'un certain Béraud. Il a lui aussi été prisonnier par les Bourdonnais, mais il avait de toute évidence beaucoup plus de valeur. Nous sommes le 29 juin 1381. Le conseil de la ville a été réuni par les 4 consuls, 15 habitants sont présents. Comme à chaque conseil, un compte rendu a été rédigé et il est toujours conservé juste au-dessus de nous dans les archives municipales. Depuis début mars, Béraud est dans les régions bourdonnaises et les consuls ne savent que faire de lui. Mais qui était-ce? C'est un mystère. Il n'est identifié que par ce seul nom. On ne sait pas d'où il vient ni ce qu'il a fait. Mais il a un cousin Péricot et d'autres personnes de son lignage sont évoquées sans plus de précision. En tout cas, il inspire une bonne crainte pour le donner. Tout à fait. Il est clair que c'est quelqu'un d'important. D'abord parce qu'il n'a pas été vendu sur le champ. Ensuite parce que les injonctions à le libérer arrivent de toutes parts. Elles sont généralement transmises au consul par Bernard de Pellegrini, seigneur du Vigan. Le 19 mars, le comte d'Armagnac leur avait demandé de le libérer. Il leur assurait que Béraud ne présentait aucun danger pour eux. Les consuls s'étaient entretenus avec le capitaine des soldats et ils avaient finalement décidé de le garder emprisonné. Le 21 juin, c'est le seigneur de Montferrand qui s'en est
leur avait demandé de libérer Béraud. Il leur assurait également que ni Béraud ni ses amis ne causeraient de dommages à la ville. Les consuls avaient leur demandé conseil à leurs homologues de Cahors, puis au juge mage. Un mage, un sorcier. Non, mage, c'est une autre forme de nom majeur, c'est-à-dire le plus grand, le plus important. Le juge mage est le principal juge au sein d'un tribunal. Finalement, ce 29 juin, le conseil consent à libérer Béraud, mais sous des conditions remarquablement fermes. D'abord, Maselier est un terme utilisé au Moyen-Âge pour désigner les bouchers. Observez les campagnes qui entourent Gourdon. À l'époque, elles servaient de pâturage à d'importants troupeaux de moutons. Si l'on a coutume de dire que tout est bon dans le cochon, on peut dire la même chose des ovins. Leur peau servait aux tanneurs et parfuminiers, dont nous avons parlé au début de cette balade. Leur laine était utilisée par les tisserands et drapiers, dont nous irons voir le quartier tout à l'heure. Leur lait pouvait servir à faire du fromage, et leur viande allait donc au maselier. ce quartier du Mazel n'était sans doute pas très agréable à fréquenter. Aussi, la ville possédait plusieurs boucheries en haut de la rue du Majou, où nous passerons tout à l'heure. Chaque année, ces échoppes étaient louées à des bouchers. La ville louait aussi des poissonneries. Les rivières regorgeaient de poissons et il suffisait d'y placer un filet ou une nasse pour la nuit. Au matin, on la trouvait remplie de poissons. Hélas, rares étaient ceux qui avaient de quoi pêcher. Au plus profond de la nuit, des voleurs allaient souvent se servir dans les nasses. Aussi, les pêcheurs devaient malgré tout passer la nuit dehors, non pour pêcher, mais pour tenir éloignés les voleurs. Eh oui, tout à fait. Un procès en atteste. Le 1er août 1272, l'archidiacre de Figeac est de passage au Vigan. Afin de pouvoir lui proposer du poisson frais pour le repas du lendemain, un prêtre et plusieurs clercs du Vigan vont jeter 2 filets dans le Céou. Ils y passent la nuit afin de les surveiller par crainte des voleurs, déclarent-ils lors de l'enquête. Mais à l'aube, voilà que le fils du seigneur de Cocheras passe par là, accompagné de plusieurs autres jeunes hommes. Il se trouve sur ses terres et aperçoit les filets qui ne lui appartiennent pas. Persuadé d'avoir affaire à des braconniers, il va retirer les filets. Les ecclésiastiques, qui montaient la garde non loin, ne reconnaissent pas le seigneur du lieu et pensent avoir affaire à des voleurs, eux aussi. Ils se mettent à crier et à leur lancer des pierres. Les damoiselles ne demandent pas mieux qu'une bonne bagarre. Armés de bâtons, ils se précipitent sur les curés qui se défendent vigoureusement. Mais ceci est un épisode parmi de nombreux autres de violence entre les membres du clergé et la nuit. Cela fera le prix d'une entretien impliquant une trentaine d'accusés et une cinquantaine de témoins. Frapper un membre du clergé est puni de l'excommunication. N'importe qui le pire, les bagarres sont souvent liées la nuit et au petit matin et il est difficile de savoir qui a fait quoi. Bref, une simple histoire de pêche où évite de générer. Bien sûr, en dehors de l'élevage et de la pêche, on trouvait autour de Gourdon des cultures, des légumes, des céréales, ainsi que du chanvre, dont la culture destinée aux tisserands s'est largement développée après la fin de la guerre de 100 ans. Nous avons évoqué les alentours de Gourdon. Je vous propose maintenant de vous diriger vers le cœur de la ville, la place Saint-Pierre. La première mention de juifs à Gourdon date de 1267. Isaac, un juif de Bordeaux, vient en délégation demander au seigneur de la ville s'il peut s'y installer avec sa famille. Le 1er février 1267, le seigneur accorde une charte définissant les droits et libertés des juifs venant s'installer sur ses terres, à Gourdon ou à la Bastide. La Bastide, laquelle il y a l'hôtel dans le... Ah, tout à fait. Celle dont nous parlons était appelée la Bastide Fortanière, du nom du seigneur Fortanier de Gourdon, qu'il avait fondée une trentaine d'années auparavant. Bien plus tard, en 1852, elle a pris le nom de la Bastide Murat, en hommage au maréchal d'Empire Joachim Murat qui y est né. Mais revenons en 1267. La charte du Seigneur garantit aux Juifs qui viennent s'installer qu'ils seront défendus et protégés comme les autres habitants. Ils n'auront pas à payer de péage pour entrer ou sortir de la ville. Les autres Juifs qui viendraient leur rendre visite non plus d'ailleurs. Pour les marchands, ils paieront les mêmes taxes que les autres marchands. S'ils ne se plaisent pas dans la ville, ils seront libres de partir et une escorte leur sera fournie pour une journée de marche. Ce sont là les dispositions générales, mais la plupart des articles portent sur le frais sur gage, ce qui laisse à penser que c'est une activité qu'ils pratiquaient largement. Ils n'avaient pas non plus tellement de choix, puisqu'il leur était généralement interdit d'acheter et d'exploiter les terres. Les restrictions qui leur sont imposées par rapport au frais sur gage sont très limitées.
Ils ne doivent pas accepter d'objets ecclésiastiques, comme des calices ou des habits religieux, ni de vêtements ensanglantés, ni de cuir issu d'un animal fraîchement tué, ni de socs de charrue en fer. En dehors de ces objets, qui seraient de toute évidence issus de vol, ils peuvent tout accepter. S'il s'avérait qu'ils aient pris les objets volés, il leur sera juste demandé de jurer qu'ils avaient agi de bonne foi et ignoraient l'origine des objets. Ils seraient crus sur parole. Non, ça a été respecté. Oui, tout à fait. Cela s'est produit à diverses reprises. Par exemple, en 1317, avec un voleur de peau qu'il avait mis en gage au prix d'un prix. En 1320, avec une voleuse de peau. Puis, avec un cambrioleur qui s'était ainsi débarrassé du nuage, du poil et d'un drap de lit. À chaque fois, le voleur de la voleuse a été condamné, tandis que le prêteur social, lui, n'a pas été inculpé. Néanmoins, les relations avec les autres habitants catholiques n'étaient pas toujours bonnes. Ainsi, en mai 1320, se tient un procès entre Peyre de Farganel et Bonne, une femme juive, accusée de l'avoir frappé avec une pierre et fait saigner. Remarquez que faire couler le sang, même en quantité très faible, est considéré particulièrement grave à cette époque. L'amende tirée pour coup et blessure est multipliée par 10 en cas de saignement. Elle reconnaît avoir frappé Peyre de Farganel, mais plaide la légitime défense. C'est lui qui l'aurait attaqué avec des pierres. Elle dit avoir été touchée 3 fois et que sa cruche a été brisée. La légitime défense est tout à fait autorisée et sa définition est quasiment la même que dans le droit français actuel. La victime peut se défendre sur le champ, mais ne doit pas rendre les coups de manière disproportionnée. Au cours de l'enquête, 3 autres femmes viennent témoigner sur cette affaire. 2 d'entre elles, Peyronne Agasca et Emmerich Apestira, confirment que Peyre de Farganel a lancé des pierres à Bonne la Juive et l'a touché à la jambe. Elle lui a alors lancé une pierre. Par contre, un troisième, Gaillard Trodadière, affirme que Bonne la Juive est allée frapper à la porte du jardin de Peyre de Farganel. Quand il a ouvert, elle s'est plainte d'avoir mal aux pieds et l'a alors frappé avec une pierre. C'est très mauvais pour elle. Selon ce dernier témoignage, ça n'est plus de la légitime défense de une vengeance. Suite à cette enquête préliminaire, Bonne la Juive s'est engagée à venir à son procès et à payer ce à quoi elle serait éventuellement condamnée. Abraham, un autre juif de Gourdon, s'est porté garant pour elle. Malheureusement pour vous, le compte-rendu du procès lui-même n'a pas été retrouvé dans les archives de la ville, donc on ne sait pas comment se termine cette histoire. Alors, hélas, au-delà de la délinquance ponctuelle, la situation des Juifs en France s'est fortement dégradée en cette année 1320. En mai, au moment même où se déroulait à Gourdon ce procès, un prêcheur convainc des bergers normands de se lancer dans une croisade contre les infidèles. Ils partent vers Paris, où massacrent les Juifs, puis ils descendent vers le Nord, où ils finissent à Touba, avant de se diriger vers le Toulousain. Tout au long du chemin, leur nombre grandit. Les papes condamnent cette croisade surnommée des pastoraux et les excommunient tous. Lui seul a le droit de lancer une croisade. Finalement, l'armée royale les affronte pour de Carcassonne et le massacre. On ne trouve aucune référence à ces événements dans les archives de Gourdon. Peut-être la ville a-t-elle été épargnée par cet épisode sanglant. Il est aussi possible que les Gourdonnais aient commis des exactions dont ils n'étaient pas fiers et ne les aient alors pas évoqués dans les documents officiels, ou alors que les Juifs aient préventivement pris la fuite vers une région plus paisible. Malheureusement, on s'en va. Gourdon est en situation de lutte, cela n'était pas possible. Il s'agissait donc de faux essais. En temps de paix, ils étaient loués par la ville à la population, qui cultivait le jardin potager. En temps de guerre, les jardins étaient détruits et le fossé rempli d'épineux afin de gêner l'approche des ennemis. Depuis, ils ont été comblés et la route a été construite par-dessus. C'est ce qui forme aujourd'hui le tour de ville. Le boulevard circulaire correspond au tracé des fossés médiévaux. Il se trouvait au pied des remparts de la ville qui ont été aujourd'hui remplacés par des immeubles d'habitation et des commerces. Autrefois, on trouvait ici une des portes de la ville, la porte du Roc. Mais ces remparts n'étaient que le premier niveau de défense de la ville. Si l'ennemi parvenait à les passer, il y avait d'autres portes fortifiées, aujourd'hui disparues, autour de la place Sainte-Claire où nous irons tout à l'heure. Et enfin, la population pouvait toujours se réfugier dans le château, tout en haut de la butte. Que reste-t-il du château? À peu près rien. Il a été entièrement détruit en 1619 par les habitants de la ville, sur l'ordre du roi de France, Louis XIII. D'ailleurs, il y a 2 ans, nous avons commémoré les 400 ans de cet événement par un spectacle et la publication d'un livre, si le sujet vous intéresse.
Mais au Moyen-Âge, le château était bien là, avec ses murailles, sa porte d'entrée protégée par une barbacane et ses 2 hautes tours. Mais ce n'est pas le seul endroit où les Bourdonnais pouvaient se réfugier. Nous nous trouvons ici, à l'entrée de la Bastidette. Nous n'avons qu'assez peu d'informations sur ce quartier, mais il a été de toute évidence fortifié afin d'offrir une protection à ses habitants, même si l'ennemi avait passé les portes de la ville. Et oui, car la défense devait toujours rester à l'esprit des habitants, car le Moyen-Âge a été parsemé de conflits locaux et de guerres de plus grande ampleur. Ainsi, en 1188, Richard Cœur de Lion a parcouru le Quercy, se rendant maître de nombreuses villes, dont Gourdon. 2 siècles plus tard, pendant la guerre de 100 ans, Gourdon se trouvait régulièrement à la frontière entre les royaumes d'Angleterre et de France. Plus tard encore, en 1562, pendant les guerres de religion, c'est l'armée protestante de Duras qui a pris la ville. Outre ces armées, le pays était souvent parcouru par des bandes de routiers, des hommes de main, parfois mercenaires à la solde d'un roi ou d'un autre, parfois brigands, qui pillaient pour leur propre sort. Lorsqu'on y approchait, les habitants des environs se réfugiaient dans l'enceinte de la ville. La plupart du temps, les défenses suffisaient à effrayer l'ennemi, qui préférait piller les environs et repartir, plutôt que de se livrer à un long siège. Évidemment, ces bandes qui parcouraient le pays en le pillant posaient de sérieux problèmes et les seigneurs locaux n'avaient pas d'armée suffisamment grande. Et avec l'aide nous allons vous faire découvrir l'histoire de la ville et ses habitants au Moyen-Âge. Ah oui, bien sûr, vous êtes bienvenus. Au cours de cette balade, nous allons notamment vous parler des différents métiers qu'exerçaient les Gourdonnais autrefois et de l'influence que cela avait sur la ville et ses quartiers. En fait, les tonniers étaient une famille de sculpteurs sur bois du XVIIe et XVIIIe siècle. Ils sont notamment connus pour les retables et les tabernacles qu'ils ont fabriqués et qui remontent de nombreuses églises de la région. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt parler du Moyen-Âge. Il serait donc plus intéressant d'évoquer la salle des pargeminiers, sous le cinéma. Savez-vous qui étaient les pargeminiers? Peut-être pas. Les pargeminiers fabriquaient du parchemin. C'est justement grâce à eux que nous disposons de riches archives médiévales qui nous permettent de vous proposer ces balades. Avec les tanneurs, les pargeminiers étaient la plupart du temps installés hors des murs de la ville, un petit peu à l'écart, car le travail des peaux était très odorant. On raconte d'ailleurs que les pargeminiers étaient installés ici car les vents dominants éloignaient l'odeur de la ville. Cela ne plaisait guère aux Viganais, donc le Vigan qui est à 4 km d'ici, à qui le vent apportait l'odeur. Je vous laisse imaginer. Oui, enfin bon, il est difficile de dire, c'est une anecdote bien réelle, ou une légende issue de reste de mésentente entre les deux villes. D'ailleurs, il y avait aussi les tanneurs de l'autre côté de la ville, du côté de l'actuelle église Saint-Siméon. Toujours est-il que les tanneurs et pargeminiers étaient installés ensemble, à l'écart, à des endroits où ils ne gênaient pas trop. De même, la plupart des professions médiévales étaient regroupées. La ville médiévale, loin d'être un amas anarchique de maisons, était découpée en différents quartiers dédiés à certains corps de métier. Ainsi, tout au long de cette balade, nous passerons successivement chez les bouchers, les potiers, les tisserands et ainsi de suite. Je vous propose maintenant de laisser derrière nous l'activité malodorante des pargeminiers et le bruit des voitures, et de rentrer dans l'enceinte de la ville. Un chef d'une grande compagnie traversait l'Atlantique. Peut-être espérait-il qu'ainsi Ramonnet au Nord passerait à Gourdon et laisserait le reste du pays tranquille. Les Gourdonnais étaient évidemment horrifiés par cet arrangement qui dura heureusement peu de temps. En 492, l'armée royale vint délivrer Gourdon. Quant à Ramonnet sort, ne vous inquiétez pas pour lui, il s'échappa et quelques années après, il tenait des châteaux au Nord-Est. À Gourdon, en Occitanie, dans le Lot. Donc nous avons le cabécou, c'est un fromage de chèvre. Donc là nous avons les frites et ici le confit de canard. Donc là c'est des cuisses et là vous avez une petite salade composée. Et voici mon assiette.
Alors monsieur, vous vous appelez comment? Guillaume Verdier. Et vous madame? Delphine Sibirou. Alors ça va être nos guides pour faire la visite de Gourdon en Bourriane, dans le Lot, dans le Quercy. Bel état de conservation quand même. Alors voici une jolie gariotte. C'était les maisons spécifiques des bergers sur le Cos. Et donc comme ça, sur le secteur, il y en a énormément. Elle est très jolie. Je vais faire le tour, ça va être plus simple. C'est marrant, on dirait qu'elle a un chapeau chinois dessus. Voilà, elle se maintient toute seule. Sans ciment, sans chape, sans rien. Donc là, c'est vraiment les canards qui après ils vont directement Voilà. au l'abattoir, on va dire. En salle de gavage. Voilà, en salle de gavage, c'est différent. Les granulés sont après, plus gros. forcément,
Point de finalité, oui, ils passeront par la... Donc il passe ici, hop, et après ça vient ici. C'est les étapes, voilà. De la Première nuit. partie, deuxième partie. Progressivement, on les amène vers dehors avec Vers le salon. l'éclairage aussi. Et après, Mm. après l'éclairage reste en continu. Même la D'accord. nuit, ça reste voilà, une C'est petite pas- c'est c'est une pas lumière dérangeant, tamisée en fait. d'ambiance, on va dire un petit peu. D'accord. Après, le canard reste un animal pur, ouais, c'est très craintif, c'est inoffensif. Hein. C'est vraiment, il n'y a aucun souci. Et après, bon, voilà, c'est peureux. On va s'approcher, ils vont Et reculer. oui, ben oui, c'est sûr. C'est un réflexe naturel qu'ils vont avoir. Et généralement, ben, on s'aperçoit qu'ils sont très souvent en groupe. Ça reste vraiment... C'est comme les oiseaux, c'est comme, ouais, voilà, tout à fait. c'est comme les poules, c'est comme tout animal. Voici des ânes, ou des ânesses. Voici une plante qui s'appelle le sureau, avec des graines pour faire de la gelée ou de la confiture. Donc elle est sauvage. Bon là il y a encore un petit peu... là elle est verte, elle n'est pas encore mûre. Et quand elles sont noires, il faut les cueillir. Alors ça commence à venir. Regardez les petites citrouilles, comment elles sont jolies. Elles ont plusieurs robes, plusieurs couleurs. C'est bientôt Halloween aussi. Elles sont magnifiques. Actuellement, je me situe devant la chapelle Notre-Dame-des-Neiges. Je suis à la ville de Gourdon, dans le Lot Occitanie, qui se dit aussi la Bourriane. C'était Miss S2, j'espère que le vlog 52 vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir!